Oui, la En route. ce qui concerne maintenant le peuple congolais, parce qu'il appartient au peuple congolais de barrer la route, parce que c'est sa constitution. Ouais. Ce n'est pas la constitution de l'opposition, ce n'est pas la constitution de la majorité, ce n'est pas la constitution d'un homme ou d'une personnalité politique, c'est la constitution du peuple congolais. C'est ainsi d'ailleurs que l'article 64 parle du peuple congolais et dit que le peuple congolais a le devoir de barrer la route à toute tentative. Oui, de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui voudrait s'arroger le pouvoir à l'encontre de la Constitution ou l'exercer à l'encontre de la Constitution. Il appartient au peuple congolais. Maintenant, de quelle manière? Parce qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs stratégies. Ce n'est pas, vous comprenez, ce n'est pas sur un plateau de télévision Bien, je vous comprends. qu'on peut en parler, mais il en existe et je crois que c'est déjà en marche. Vous avez déjà des signaux, monsieur. Oui. Monsieur Kabila lui-même a été, il n'y a pas très longtemps, à Béni. Et je pense que lui-même a pu voir ce qui s'est passé à Béni sur place. Après son départ. La statue qui a été saccagée, qui a été mise à bas, qui était détruite, qui était brûlée. Tout ça, ce sont des signes. Les manifestations de nos mamans il y a 2 jours à Kananga. Tout ça, ce sont des signes. Et je crois, mais malheureusement, je suis arrivé à la conclusion que ce genre de régime, tout régime autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, quel que soit l'emballage, vous avez des institutions démocratiques sur le papier, mais vous exercez la dictature la plus féroce. Ce genre de régime arrive toujours à un moment où ne peut plus reculer, ne peut plus faire j'ai mené des études, j'ai cherché, j'essaie de trouver un seul cas dans le monde où un régime totalitaire, répressif, dictatorial a pu en dernière minute s'amender et se remettre dans le chemin de la voie, dans la voie démocratique. Il n'en existe pas. Bien. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que je crois que si on s'en limitait seulement à la politique, on n'aurait pas totalement épuisé la préoccupation de ce programme. Vous avez parlé des mamans de Kananga qui ont un peu, disons, marché, mais il semble qu'il y a là aussi des motivations, semble-t-il, économiques. Aujourd'hui, l'on parle tout le temps, et généralement ça devient même, je crois, l'argument principal du gouvernement, de ce fameux taux de croissance. Mais de l'autre côté, les observateurs, honnêtes, intellectuels, universitaires même, constatent que malgré ce taux quelque peu élevé de la croissance, les retombées du point de vue social, du point de vue de la population, du vécu quotidien, se fait attendre. Bon, cette inadéquation est due à quoi d'après vous? Mais tout d'abord à la nature du gouvernement. Revenons encore une fois à ces injonctions. Lorsque vous avez un gouvernement qui passe son temps à parler des paramètres, des chiffres, des résultats, des succès concernant les résultats dans le secteur macroéconomique. Et ces résultats sont toujours au vert. Nous avons un taux de croissance qui approche les 10%, qui approche les 2 chiffres. Nous avons des réserves de change dont on nous parle. Donc c'est un discours qui est destiné à nos partenaires extérieurs. C'est ainsi d'ailleurs que je crois, si M. Matata a été reconduit, ce n'est peut-être pas sur injonction de nos partenaires, mais maintenant le Congolais ne se retrouve pas dans cette croissance. Cette croissance n'influe en rien sur le panier de la ménagère du Congolais. Et vous verrez que dans la plupart du temps, ce fait est dû à une réalité simple, c'est la corruption, les détournements et ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Parce que comment pouvez-vous vous targuer d'une croissance presque à 2 chiffres pendant 3, 4, 5 ans consécutifs
Et le carton d'une Piodi qu'on avait il n'y a pas si longtemps encore à 30 $, aujourd'hui il est à 60-70 $. Exactement. Et, mais quelqu'un ou M. Damso vous aurait dit à l'époque que lui, il pouvait très bien vendre ce carton à 10, 12 $. Mhm. Pourquoi même ce carton était vendu à 33 $? Tout à fait. Vous savez, dans tout cela, c'est le consommateur congolais, le peuple congolais qui est pénalisé par la mégestion, par la corruption et par les détournements. Vous avez aujourd'hui la RDC qui, pour l'année 2013 et 2014, a exporté presque 1 million de tonnes de cuivre. Souvenez-vous, la Gécamine, la belle époque, la Gécamine qui contribuait à 40% au budget, produisait maximum 420-450 000 tonnes. Tout à fait. Mais c'est 1 million de tonnes dans leurs revenus. Quelle est la part qui revient aux Congolais? C'est ce que les gouvernants devraient dire clairement. Bien, M. Moleka, nous avons parlé de tellement de choses que je n'ai pas vu passer le temps. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et en vous entendant parler, surtout dernièrement, récemment, dans cet entretien, en parlant de la gouvernance, et on sent, en disant en filigrane, votre souci, votre appel à l'alternance. Je pense que l'alternance est une exigence démocratique. Mais en évoquant, en vous entendant parler, je n'ai pas l'impression que cette alternance va aller de soi-même. Je ne sais pas quels sont, vous, politiciens, les hommes du terrain, quelles sont les conditions, quelles devraient faire les Congolais pour assurer cette alternance qui va peut-être amener la bonne gouvernance, qui va assurer ce qu'on appelle dans certains cieux la justice distributive, ainsi que d'autres justices, simplement la justice. Quelles sont, à votre avis, les voies que les Congolais devraient essayer de s'attacher fermement pour assurer cette alternance? Monsieur Guitoutou, lorsque je parle avec nos frères et sœurs congolais, que ce soit ceux qui sont au pays ou tant que ceux qui sont à l'extérieur, membres de notre diaspora, je remarque une chose, c'est que tous les Congolais sont en faveur d'une alternance démocratique. Et une alternance à travers des élections transparentes, des élections crédibles. Jusqu'à présent, les Congolais n'ont pas encore eu l'opportunité d'avoir cette alternance à travers des élections transparentes, des élections, disons, normales. Alors, lorsque vous spoliez tout un peuple de ce droit-là, son droit le plus important, qui est même un droit biblique. Dieu a dit à Moïse que chaque tribu désigne son chef. Hein? Et vous spoliez ce droit-là de cette population pendant des années, créant des frustrations, créant une explosion de la pauvreté, de la précarité. Mais comment voulez-vous que ce peuple réagisse à la fin? Vous provoquez ce peuple et vous le poussez à réagir d'une manière plus violente. Et ce n'est pas, je dis très bien, ce n'est pas à souhaiter. Non. Parce que, vous savez, tout le monde donne l'exemple du Burkina Faso, de Ouagadougou. Ouais. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait un Ouagadougou à l'échelle de Kinshasa. Les dégâts seront autrement. Nous souffrons encore des conséquences, des séquelles des pillages de 91 et de 93. Et nous lançons encore un appel à nos frères gouvernants d'écouter, s'ils le peuvent encore, la voix de la raison, qui est simple, c'est simplement obéissons tous à cette constitution. Hein, la constitution n'arrange pas tout le monde. En 45 minutes, est-ce que nous avons, il y a un aspect des questions, de problèmes politiques, économiques congolais vous aurez voulu aborder, qu'on n'a pas abordé Oui, simplement, une question que j'estime on n'aborde pas assez, c'est le poids et le rôle de nos frères
et sœurs congolais de l'étranger. Maintenant, il y a un ministère. Puisque, oui, ce n'est pas la première fois, il y a eu, il y a eu aussi le vice-ministre il y a quelques années concernant les Congolais de l'étranger. Voyons ce que le frère qui a été nommé pourra faire. Mais je voulais simplement relever ce fait, c'est que la diaspora congolaise soutient à bout de bras une grande portion aussi de la population congolaise qui est populaire. Plein de familles, de multitudes de familles attendent chaque mois ou chaque semaine un petit mandat, un transfert d'un frère ou d'un enfant qui est à l'étranger. Et tous ces frères, toutes ces sœurs n'ont pas droit au vote. N'ont pas droit au vote. Il faut absolument régler cette situation, puisqu'ils contribuent même à alléger la tâche de tout gouvernement au pouvoir ici. Il y a un apport économique réel. Il y a un apport économique en capitaux frais transférés. Réel, c'est plus d'1 milliard de dollars chaque année, ce n'est pas peu. Et je remarque aussi que la diaspora a pris conscience aussi de son rôle, même pour le déblocage de la situation politique actuelle. Elle est de plus en plus riche en analyse, en stratégie, en responsabilité, en prise de responsabilité. Il y a plusieurs plateformes qui se mettent en place et que nous encourageons. Et que nous comptons travailler fermement et être très proches d'eux. Bien, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous venez de suivre là M. Albert Moleka. Ce n'est que 45 minutes, il est impossible d'aborder toutes les questions. C'est vous les téléspectateurs et vous savez qu'à chaque fois que vous exprimez le désir que nous réinvitons un de nos invités, nous l'avons toujours fait. Pour ce soir, je pense que vous avez retenu l'essentiel. M. Moleka Albert se positionne. Il est un homme politique et il vous a dit qu'il a une vision. En ce qui concerne l'état de la nation, il a donné son point de vue. Et pour l'avenir, évidemment, il en appelle, comme beaucoup d'hommes politiques congolais, à l'alternance. Et là, il compte sur le rôle que pourrait jouer, par exemple, cette diaspora qui, politiquement et économiquement, s'est démontré à un rôle à jouer dans ce pays. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Bonsoir.